Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horticulture. L'objectif de notre émission est de vous faire découvrir de magnifiques jardins et aussi de beaux secrets horticoles. En compagnie de Christian Dufresne, agronome et également enseignant au Centre de formation horticole de Laval, nous allons aujourd'hui découvrir le jardin de François, qui a ce site particulier. Tout l'argent amassé lors des visites touristiques est remis à la Société Alzheimer. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Effectivement, Serge, François Marcil, qui est le propriétaire de cette grande propriété, nous offre gratuitement d'aller chercher, d'aller voir, d'aller visiter son jardin et l'ensemble, comme tu le disais si bien, de la somme ramassée est remis à la Fondation Alzheimer. Nous allons aussi aller visiter un pionnier dans la culture et la production de plantes médicinales situé dans les Laurentides. Donc, ensemble, allons découvrir le jardin de François. François Marcil, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre jardin privé. Vous êtes jardinier amateur, vous avez créé ce beau jardin-là. Parlez-nous un peu là, du début, là. Comment ça a commencé pour arriver à ce que l'on voit aujourd'hui? Bien, ça a commencé tout petit, près de la maison. Je ne m'étais jamais vraiment intéressé au jardin, parce que j'avais été élevé sur une ferme, puis à la ferme, on faisait beaucoup de désherbage, puis c'était surtout des légumes qu'on cultivait, là, des tomates, des concombres, puis des champs de patates. Fait qu'il fallait cercler beaucoup. Fait que jusqu'à l'âge de 40 ans, j'avais eu comme une écœurette aiguë un peu, du désherbage et tout. Puis à l'âge de 40 ans, à peu près, je suis allé faire une visite dans le Maine. J'ai vu beaucoup de rosiers rustiques. Fait que là, j'avais dit à ma conjointe, ben ça pourrait être le fun chez moi, c'est pas de trouble, des rosiers rustiques, ça poussait, puis ça se propage, puis tout ça. Fait que quand j'étais revenu du Maine, j'avais acheté 100 rosiers. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai planté 100 rosiers près de la maison. Puis là, ben, j'ai comme pris le goût au rosier, j'ai pris le goût au jardin. J'avais acheté jusqu'à 500 hybrides de thé que j'avais quand j'ai débuté, là. Alors, j'ai commencé par 100, puis que ça n'a pas été long que j'avais 500 hybrides de thé. Puis les hybrides de thé, ça prend des insecticides, ça prend des fongicides, sans ça, t'as pas de fleurs. Fait que, en fin du compte, au bout de 2-3 ans, c'est pas... Ici, on est zoné 4, puis souvent, c'est 5, les rosiers hybrides de thé. Alors, j'ai modifié mon jardin, je m'adaptais au climat d'ici. Des plantes qui sont pas heureuses ici, je les gardais pas. Puis, un peu comme les rosiers, là, je me suis en allé vers les rosiers rustiques. Aujourd'hui, j'ai 1000 rosiers sur le terrain. C'est des rosiers rustiques, fait qu'il n'y a pas besoin d'insecticides. Il y en a même des rustiques, des fois, que ça prend des insecticides, mais je m'éloigne de ça. Le moins de travail possible. Bien, aussi, puis pour la nature, l'environnement, les insecticides, les fongicides, c'est pas tellement bon. Puis là, on s'aperçoit aussi qu'en visitant votre jardin, on découvre des lieux, des cachettes, des ponts, plein de structures. Bien, c'est l'histoire d'une vie un peu longue, parce que les premiers rosiers, c'est dans les années 88-90 que j'ai débuté. Mais le gros du jardin, c'est fait à partir des années 2000. Là, j'ai commencé à agrandir le jardin. Puis, à un certain moment, il y avait des maisons, les voisins, il y avait 3 maisons voisins de moi. Puis, avec le temps, bien, un vendait sa maison, la maison avait manqué d'amour, je la rénovais. Je louais ça à une personne qui était tranquille, puis tout ça. Fait que j'agrandissais toujours mon jardin, puis je découvrais toujours des nouveaux sentiers, des nouveaux sentiers. Les sentiers, c'est moi qui les ai conçus quand même.
Le jardin, il a tout été conçu par moi. Il n'y a pas d'architecte paysagiste qui a passé à mon jardin. Donc, la cause de l'Alzheimer vous tient à cœur. Oui. Et les coûts des gens, là, les inscriptions, bien, c'est donné à une fondation. Oui, c'est ça que les gens, moi, je garde pas un sou. Il n'y a pas de sous d'administration. Le jardin, c'est tout payé par moi. Les gens font un don de 25 à la Société d'Alzheimer direct. Ils ont un reçu d'impôt, puis ils viennent visiter mon jardin. Les visites, ça débute mi-juin. Puis, c'est les mercredis et les samedis matins de 8h30 à 10h les inscriptions. Il faut réserver d'avance à la Société d'Alzheimer des Laurentides. Puis, la visite, ça dure jusqu'à vers 11h30. Il y a 2 heures de visite, en fin de compte. Mais il y en a qui peuvent prendre plus de temps, parce qu'il y a des gens qui arrivent à 8h30. Mais il faut qu'à 11h30, tout le monde soit sorti, parce que, vous l'avez bien dit, c'est un jardin privé. C'est ça. Donc, c'est bien important que les gens comprennent qu'on ne peut pas arriver comme ça. Il faut réserver. Donc, on peut aller sur le site du Jardin François. Oui. Toutes les informations sont là-dessus pour réserver notre place. Un simple clic, puis... Une bonne cause, puis en même temps, mais faire profiter tout ce que vous avez fait à la population. Oui. L'an passé, quand j'ai commencé mes premières visites, on a amassé 3 000 pour l'Alzheimer. L'an passé, on a remis 65 000 Ah, quand même, c'est beaucoup d'argent. On est situé à Saint-Sauveur. On est à Saint-Sauveur, exact. Dans une belle région, on est dans un boisé, vraiment un très beau jardin. Merci beaucoup, M. Marcil. Ça fait plaisir. Le jardin il est bordé par la rivière à Simon. OK. La rivière à Simon contourne tout le domaine. C'est un domaine de 8 acres. Puis, c'est ça. Ça s'appelle le Jardin de François. Fait que bienvenue à tous pour visiter le Jardin de François la saison jusqu'au mois d'août. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Au revoir. Christian va maintenant nous parler d'élagage, un métier de première importance et pas si évident que ça. Pourquoi? Ben, entre autres, il nécessite environ 1000 heures de formation. Alors, il faut bien connaître le métier pour réussir à le pratiquer. D'ailleurs, il est essentiel puisque l'abattage des arbres dans les forêts urbaines est régi par les règlements municipaux. Donc, l'élagage est de première importance. Cette semaine, nous découvrons le métier d'élagueur. 4 centres de formation à travers la province offrent cette formation professionnelle. D'une durée de 915 heures ou environ 9 mois, vous apprendrez tous les rudiments concernant l'abattage, l'élagage et aussi les soins par rapport aux arbres. Vous voulez plus d'informations sur cette formation? Il s'agit de cliquer sur l'onglet sur notre site Internet. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Ou si vous voulez vous inscrire, tout simplement cliquez sur l'onglet « Inscription ». Vous voulez en connaître plus, vous êtes dynamique, vous voulez relever des défis et surtout protéger l'environnement, ce métier est entièrement fait pour vous. Vous voulez devenir élagueur? Consultez le site Internet du Centre de formation horticole de Laval. Alors, puisqu'on parle de verdissement et de protection de l'environnement, allons maintenant rejoindre Christian, qui va nous expliquer comment verdir son appartement de la façon la plus intéressante possible. Cette semaine, dans ma chronique, je vais vous parler des plantes d'intérieur. Dans les années 70, qui n'avait pas un terrarium ou une jardinière en macramé? Tout le monde avait sa plante d'intérieur, tout le monde avait sa plante verte. Et dans les années 90-2000, cet engouement pour la plante d'intérieur a diminué jusqu'à presque disparaître. Avec la COVID, les gens se sont aperçus que la plante pouvait être intéressante à l'intérieur. Certaines de ces plantes vertes sont devenues aussi des plantes dépolluantes. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour soit débuter avec les plantes vertes ou connaître des caractéristiques de plantes plus particulières. Alors, je commence avec les débutants. Ceux qui n'ont jamais eu de plantes vertes à la maison, évidemment, vous allez devoir commencer avec des plantes faciles d'entretien qui ne demandent pas trop d'eau, qui ne demandent pas trop de suivi pointu. Alors, je vous présente ici des Sansevieria. C'est des petites Sansevieria, mais on en a évidemment de toutes les grandeurs et avec différentes formes. Ce sont des plantes faciles à entretenir, ce sont des plantes qui ne demandent presque pas de suivi, si vous voulez. Donc, ça peut donner un bon résultat quand vous débutez.
Tout le monde connaît les aloès. Alors, l'aloe vera, qui est une plante, évidemment, qui est médicinale, qui est soignante. Donc, si vous voulez débuter avec cette plante-là, c'est aussi une plante facile. Il faut juste comprendre que la plante, elle pousse en vrille. Donc, elle va toujours s'en aller de cette façon-là. C'est normal. Il faut juste la remplacer, la rempoter pour la ramener. Et elle, souvent, elle va faire des rejets à la base. Vous prenez les rejets et vous pouvez vous en faire quelques-uns. Donc, plante facile à conserver. Syngonium, évidemment, c'est une plante qui pousse presque partout, dans presque n'importe quelle condition. Vous en avez des vertes comme ça, bien panachées, mais vous en avez des rosées, vous en avez des plus bourgogne. Donc, il y a différentes variétés qui s'offrent sur le marché, étant donné que les gens sont de plus en plus aimants des plantes vertes. Mais les producteurs, évidemment, nous sortent des variétés de plus en plus attirantes, attrayantes, ludiques. Alors, voici une variété, elle est tout petite, mais c'est une variété, si je la mets à côté de l'autre, vous allez voir la différence entre les deux. Pourtant, c'est la même plante. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, bien, on peut aller avec des plantes un petit peu plus compliquées. On parle des fougères, par exemple. Les fougères sont des plantes qui demandent un petit peu plus de suivi parce qu'elles ont un petit feuillage, donc il faut vaporiser. Il faut vaporiser, évidemment, régulièrement. Certaines fougères vont avoir des caractéristiques. Elles vont se développer par rhizome. Alors, je me permets de prendre celle-ci pour vous le montrer. Alors, voyez-vous qu'on appelle des pattes de lapin, hein? Ça a l'air comme des pattes toutes poilues. Ce sont des rhizomes et les fronts de fougères vont partir de cette tige, c'est une tige modifiée, vont partir de cette tige et les pattes vont s'en aller un peu partout. Donc, dans une jardinière, ça peut être quelque chose d'intéressant. Bien, les fougères, comme je vous disais, ça demande quand même de l'humidité. Certaines fougères sont plus résistantes que d'autres. Choisissez en fonction du climat de votre maison où vous voulez les mettre, évidemment, à partir de l'humidité relative. C'est surtout ça qui est important. On continue, on s'en va avec des plantes qui sont à la mode, tendance, les plantes grasses. Les plantes succulentes ou les plantes grasses, j'en ai plusieurs en avant de moi ici, là. Ce sont des plantes qui sont faciles à entretenir, mais au point de vue de la manipulation, il faut faire attention parce qu'elles cassent facilement. Chacune des sections peut être enlevée, replantée pour en refaire évidemment des plantes nouvelles. Les succulentes, bien, on peut en avoir à 3-4 $, mais on peut en avoir jusqu'à 250 $, le plant. Donc, il y a des plantes collection et ça a pris évidemment une pente, je vous dirais, exponentielle au point de vue de sa mise en marché, sa production. Il s'agit d'aller dans des bons producteurs ou des bons centres de jardin pour pouvoir faire ceci. Ces plantes-là, mais comme je vous disais tantôt, je vous montrais, on peut les installer encore dans un pot, dans un vase, dans un terrarium. Le terrarium revient évidemment à la mode. On peut les installer aussi sur des murs végétalisés, donc sur des treillis sur lesquels on va pouvoir mettre le pot, installer le pot et en faire comme une espèce de portrait. Vous voyez ça sur les internets, là, différentes images. Ce sont des plantes qui, par sa couleur, par la forme, par la texture, hein, on voit les textures, on voit les couleurs, on voit les formes différentes. Ces plantes-là peuvent évidemment nous donner une palette de couleurs. On peut jouer à l'artiste en ayant des plantes végétales sur un mur, sur une structure. C'est très agréable. Par la suite, il y a des plantes qu'on appelle des plantes épiphytes. Ce sont des plantes qui ne poussent pas nécessairement dans un substrat, donc dans un sol. C'est des plantes qui vont vivre naturellement en forêt avec l'humidité relative. Bien, une des plus connues, hein, je vous la présente ici, c'est l'orchidée. L'orchidée, naturellement, vit sur un tronc d'arbre, va s'abreuver avec l'humidité relative et sa matière, ses minéraux, par la décomposition de la matière organique au niveau de ses racines. Donc, ce n'est pas une plante que l'on va installer dans de la terre. Donc, ça, c'est celle qui est la plus connue. Après ça, vous avez tous les broméliacées. Les broméliacées, vous voyez, ça ressemble un peu à un ananas, là. Cette plante-là va fleurir. Lorsque la fleur va atteindre sa maturité, elle va tomber et le plant mâle ne refleurira plus. Ce sont les petits, les rejetons, qui vont redonner une fleur suivante. Donc, on les divise et on les repart. C'est une plante qui vit, encore là, au point de vue du système aérien. D'autres plantes qu'on retrouve de plus en plus, les Tillandsia. Alors, vous voyez, c'est des plantes qui n'ont pas de système racinaire. Ce sont des plantes qu'on accroche, qu'on vaporise tout simplement et elles vont vivre. Alors, c'est très intéressant de travailler avec ces plantes-là pour en faire des œuvres d'art, quelque chose qui est très contemporain, moderne, parce que c'est un peu
éclaté comme texture, comme forme, et on n'est pas obligé d'en avoir beaucoup pour donner de l'allure. Donc, dans un mur végétalisé d'un condominium tout blanc, dans une maison de ville extrêmement moderne, mais ces plantes-là sont utiles. Et comme je vous dis, elles n'ont besoin que de vaporisation ou de les tremper un peu dans l'eau pour aller chercher l'humidité relative qu'elles ont besoin. Par la suite, bien évidemment, des plantes vertes, vous en avez une panoplie là, à n'en plus finir, des plantes qui sont en pleine terre, qui vont demander plus d'humidité, plus de lumière, moins de lumière. Donc, vraiment faire un choix avec votre conseiller sur la plante qui va correspondre à l'environnement où vous voulez le mettre. Faites attention, cependant, quand vous allez choisir votre plante, si vous la mettez dans un pot comme celui-ci, qui est un cache-pot, donc il n'y a pas de trou à l'arrière, si vous la mettez dans ce cache-pot-là et que vous l'arrosez, ça va devenir une piscine, ça, là, et vous risquez d'avoir un problème. La majorité des gens arrosent trop leurs plantes vertes. Et c'est pour ça qu'elle meurt. Donc, faites attention dans le choix de vos pots, parce qu'on a des pots qui sont très intéressants. J'en ai mis quelques-uns qui sont un peu ludiques en avant. Là, dans le Dracena, voyez-vous un peu le pot qui est un peu ludique. Donc, pour les enfants, ça peut être quelque chose d'intéressant pour leur apprendre à commencer avec les plantes vertes. Par la suite, mais là, vous verrez, en fonction de votre capacité d'arrosage, votre capacité d'entretien, c'est du vivant, pardon. Et il faut penser aussi que ces plantes vont avoir peut-être des insectes, peut-être des maladies. Donc, il faut être vigilant sur l'arrosage et sur l'humidité relative, bien entendu. Le soleil, le vent, plusieurs facteurs vont interagir par rapport aux plantes d'intérieur. Autre sujet sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est les conditions, l'ambiance dans laquelle on doit les installer. Premièrement, la lumière. Choisir des plantes qui vont correspondre à votre ensoleillement. Soit au sud, soit au nord, soit à l'est. Le soleil n'est pas pareil, partout pareil dans la maison, donc faites attention. La majorité, parce que la totalité des plantes vertes durant l'été peuvent être à l'extérieur, vont grossir. Donc évidemment, il va falloir leur donner de l'eau et de l'engrais. Dans la période la plus morte de l'année, donc la période de décembre à février-mars, évidemment que les conditions de lumière extérieure sont minimum. Donc faites attention de ne pas trop arroser, de ne pas trop donner d'engrais pour favoriser la croissance. Elles doivent être plus au repos. Et à partir du mois de mars plutôt, on peut recommencer parce qu'à l'extérieur, la lumière réapparaît et les conditions climatiques, évidemment. Un autre point important, c'est l'humidité relative. Souvent, les plantes vont sécher, le pourtour des feuilles va sécher, et ainsi de suite, parce que l'humidité relative de la maison, bien, il est peu élevé, souvent. Donc, il faut vaporiser, il faut les mettre dans des conditions idéales pour éviter ça. Faites attention aussi pour les plantes qui ont du duvet, qui ont une surface qui est poilue. Si vous arrosez directement sur le poil et que ça reste là avec le soleil, ça peut faire des taches. Donc, plutôt arroser, évidemment, à la base. Alors, ça m'amène à vous parler de l'arrosage. Comment on sait que la plante est sec? Mais souvent, c'est le poids. Hein, c'est le poids. C'est sûr qu'il ne faut pas regarder seulement qu'en surface du sol, il faut regarder en profondeur. Donc, quand j'arrose, je vais voir que mon plant est quand même assez lourd. Donc, je sais qu'il est arrosé, qu'il a assez de volume d'eau. Quand j'arrose abondamment, je laisse couler et j'enlève le surplus d'eau. Donc, il ne faut pas laisser la base dans l'eau parce que l'eau va remonter par capillarité et là, va garder le système racinaire dans l'eau. S'il y a de l'eau, il n'y a pas d'oxygène, donc la racine pourrit et la plante, évidemment, en est affectée. Donc, on arrose par le dessus, on arrose aussi par le dessous si on a des poils, on le laisse monter par capillarité et on enlève le surplus d'eau par la suite. On vaporise avec un brumisateur, avec un espèce de spray pour les plantes qui, évidemment, le demandent. Et si vous n'êtes pas certain si la plante accepte, mais vous faites un test sur une feuille, vous regardez si vous voyez que la plante accepte la vaporisation ou non. Au point de vue de l'engrais, bien, tout dépendant des plantes, mais l'engrais liquide que vous allez installer, un engrais naturel, biologique, que vous allez installer dans votre pot, tout simplement, à différentes périodes, selon les recommandations du marchand
que vous avez choisi. Et il n'est pas nécessairement inintéressant d'ajouter un peu de compost dans votre terre de plantes d'intérieur pour évidemment amener certaine vie à l'intérieur de votre terreau. Dans une chronique ultérieure, on vous parlera des terreaux, des différents types de terreaux, mais c'est sûr que si vous mettez les plantes dans de la vraie terre, ça va devenir très lourd. Donc, on va utiliser un terreau plus artificiel, contenant perlite et vermiculite. Et encore là, ces terreaux-là vont être ajustés en fonction de la plante. Si c'est une plante grasse, si c'est un cactus ou si c'est une plante standard, conventionnelle. Dans le cas des plantes épiphytes, comme je vous mentionnais, il n'y a pas de terreau, c'est plus des copeaux de bois que l'on va retrouver. Alors, j'espère que ces informations vous ont aidé un peu pour démystifier la plante verte, de commencer un peu votre collection. Qui sait, peut-être chez vous, vous aurez un beau jardin botanique. Bon jardinage. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je vais me coucher moins niaiseux. Mais cela dit, les plantes ne sont pas que vertes, elles peuvent être médicinales. Alors, Christian, s'il te plaît, parle-nous de l'entreprise La Clé des Champs qui est pionnière dans le domaine. Effectivement, La Clé des Champs, 40 ans de service dans le domaine. Tu sais que les plantes médicinales, c'est un art, évidemment, de les cultiver parce que c'est des choses qui vont nous permettre de nous soigner. On n'est pas des docteurs, on n'est pas des médecins, il faut quand même faire attention, mais il faut une rigueur dans la production pour s'assurer d'un suivi, d'une qualité. Et La Clé des Champs, elle est spécialiste dans le domaine. Elle va donc produire, transformer et commercialiser des plantes ou des extraits de plantes qui vont nous permettre de soigner certains petits bobos quotidiens que nous avons. Donc, allons rencontrer les gens passionnés de cette entreprise qui est pionnière, si vous voulez, qui a développé ce marché-là. Évidemment, l'entreprise, elle est située dans les Laurentides, donc allons visiter le jardin, les spécialistes de la production de plantes médicinales. Sarah Nguyen, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à La Clé des Champs, à Val-David. Vous êtes directrice au marketing ici dans cette belle entreprise pionnière de l'herboristerie. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver ici à La Clé des Champs. Bien, à la base, Clé des Champs, c'est une ferme. Donc, on va trouver plus de 500 variétés de plantes qu'on fait pousser, qu'on récolte et ensuite qu'on transforme en suppléments pour la consommation et pour selon la thématique de santé désirée par les consommateurs. Alors ici, on est dans une ferme de production pour évidemment réaliser des produits qui vont servir à la santé humaine. J'imagine qu'il y a tout un canevas autour de ça pour la protection, pour assurer la réussite, si vous voulez, du produit. Qu'est-ce que vous avez qui certifie évidemment la qualité de vos produits? En fait, ici, toutes les plantes qui sont produits ici, en fait, qu'on récolte ici, qu'on fait pousser ici, sont certifiés biologiques par EcoCert Canada. Et en plus de ça, tous nos produits qui sortent d'ici, de Clé des Champs, sont également accrédités par Santé Canada. Donc, on va retrouver vos produits ici, évidemment, en boutique, mais j'imagine qu'il va y avoir des distributions à travers la province. Oui, en fait, ici, on offre la boutique seulement pendant l'été avec l'ouverture du jardin au public, mais tous nos produits sont distribués à travers le Canada par les détaillants distributeurs en santé naturelle. Bon, bien, un jardin comme ça ou une ferme comme ça ne s'entretient pas tout seul. J'imagine que vous avez des employés. Combien d'employés, là, on dit annuellement, qui vont aider à réaliser les produits? Oui, bien en fait, c'est quand même, ça reste quand même une petite équipe. On est une quarantaine d'employés à l'année, la plupart ou une partie saisonnier à l'été pour garantir la récolte qui se fait entre mai jusqu'en octobre pendant la saison. Sinon... Puis par la suite, j'imagine, il va y avoir la transformation qui va embarquer. C'est ça, l'équipe de transformation-là, elle est ici à l'année longue, dans nos installations, dans notre laboratoire. C'est à peu près une dizaine d'employés qui transforment les produits. Et qu'est-ce qui est important de dire, c'est que pour nous, une des valeurs de base de la compagnie, c'est que les plantes soient récoltées à la main et qu'on garde quand même des méthodes de transformation quand même dites plus
encore très humain. OK. Et c'est pas des machines qui vont transformer les produits, mais vraiment, c'est encore des êtres humains qui sont là pour garantir le contrôle les produits qui sortent de la clé des champs. Donc, j'imagine que c'est ça que vous dites, l'entreprise n'est pas une entreprise industrielle, machine, mais encore à l'échelle humaine. Tout à fait. C'est une des valeurs profondes et de base de Clé des Champs, c'est de toujours garder un contact humain, autant dans la transformation de nos produits qu'à la récolte de nos produits. Et en même temps, même d'un point de vue de commercialisation aussi, on veut être très proche de autant nos distributeurs que nos clients. Et c'est pour ça que on essaie de garder ce contact-là à tous les niveaux de production et de distribution de nos produits. L'entreprise a été fondée par? La compagnie a été fondée par Marie Provost en 1978. Donc, ça fait plus de 40 ans à peu près qu'on est en opération. Et pendant ces 40 ans, c'est sûr que Marie et l'équipe a su développer une expertise de récolte et de production pour, encore une fois, maintenir la qualité des produits et offrir un service performant, puissant et toujours biologique. Et évidemment. voilà. Puis j'imagine qu'avec pendant 40 ans, mais l'entreprise s'est développée, les parcelles ont agrandi, la demande du public étant de plus en plus grandissante, mais il faut fournir aussi du matériel, toujours en restant très humain, j'imagine, c'est ça. Au point de vue de mise en marché, au point de vue, parce que vous êtes directrice du marketing, est-ce qu'il y a un défi particulier à l'avenir? On voit que les gens de plus en plus vont vers les plantes naturelles. Est-ce qu'il y a un défi pour vous? Il y a un défi, mais en même temps, c'est un défi qui est en ligne avec, encore une fois, nos valeurs. Une de nos valeurs, c'est vraiment le côté éducation, c'est de démocratiser et de donner accès aux plantes médicinales au public. Donc, un défi parce que, justement, on veut éduquer le plus de monde possible. Et maintenant, c'est une question de comment diversifier, justement, cette éducation-là. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre la boutique à l'été, pour permettre aux consommateurs et aux visiteurs de venir visiter le jardin pour voir d'où viennent les médicaments qu'ils consomment. C'est ça. Et après ça, bien, c'est certain qu'il y a le volet éducation qui se fait autant sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet. Donc, c'est sûr qu'il y a un volet digitalisation aussi, qu'on s'en va vers ça pour justement essayer de démocratiser l'information sur les plantes médicinales. Donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations peuvent consulter votre site. Il va apparaître évidemment en bas de l'écran. Le site, vous avez probablement des ateliers, des cours qui se donnent durant l'année où les gens peuvent s'inscrire. Donc, en fait, la majorité de l'éducation se fait auprès des conseillers en magasin, évidemment pour qu'ils puissent bien connaître les propriétés des plantes médicinales, pour pouvoir donner de la bonne information aux consommateurs. Et en plus de ça, bien, c'est certain que par nos partenaires qui offrent souvent des webinaires aux consommateurs, bien, on participe avec justement nos éducatrices qui offrent cette formation-là directement aux consommateurs. Madame Nguyen, merci beaucoup pour l'accueil. Bien, ça fait plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Merci Christian pour ces connaissances horticoles extraordinaires, encore une fois. Et nous vous invitons évidemment à nous rejoindre la semaine prochaine. Allez Christian, à tantôt. Bon jardinage!